Et l'aventure continue. Le chemin de Saint-Jacques nous emmène à travers les bois pendant un très long moment aujourd'hui. Je n'aurai pas grand-chose d'autre à vous montrer, je crois, pendant un certain temps. Dites, il est inquiétant ce trou noir là-bas. J'espère qu'il n'y a pas un brigand ou un gros loup qui m'attend, la gueule ouverte. Nous voilà sortis des bois, sans s'être fait croquer. Nous voici arrivés à un village qui s'appelle la Maison Dieu. Si le but de l'être humain est de devenir comme un cercle, alors je pourrais bien avoir rencontré l'être humain le plus carré jusqu'ici. Hier soir, je me suis arrêté au camping de l'Ermitage, qui se trouve à environ 1 kilomètre de Vézelay. Je m'étais attablé à une petite table, où je profitais du Wi-Fi pour uploader, pour mettre en ligne, ma vidéo d'avant-hier. Ce qui n'advint jamais car le Wi-Fi devait planter, et je n'avais plus le temps de relancer la procédure. Mais pendant ce temps-là, un homme est venu me parler. C'était un homme qui avait de courts cheveux noirs, mais une très longue barbe blanche, qui lui descendait au-delà du sternum. Cet homme m'expliqua qu'il était un ancien militaire à la retraite, un paracommando. Il me dit que les jeunes aujourd'hui n'ont plus aucun respect, plus aucune discipline, et que lui, ministre de la Défense, réinstaurerait le service militaire. Il m'expliqua qu'il avait grandi parmi 10 frères et sœurs, et qu'à la maison, son père, militaire, avait pris l'habitude de frapper sur la table 3 fois, et d'exiger ainsi le silence pendant 5 secondes, et que quiconque désobéissait devait venir se tenir devant lui pour recevoir une gifle. J'ai écouté cet homme parler de la violence qu'il avait subie et qu'il justifiait, et j'ai pensé que lui-même ne pouvait pas avoir une relation saine avec ses enfants. Et lorsque je lui ai demandé s'il en avait, il me répondit que non, qu'il n'avait ni femme ni enfant, mais il me le répondit presque sur un air de défi. Je sentais chez lui comme une grande tristesse cristallisée, une souffrance qui était devenue une forme de sévérité. Il y avait une grande intensité lorsqu'il parlait, comme une colère contenue, un grand mal-être. Je savais que, quoi que j'aurais pu dire, ma pensée aurait été aux antipodes de ce que lui vivait, pensait, croyait, et que cela n'aurait mené nulle part. Je n'ai pas commencé à débattre avec lui, je suis simplement resté à l'écouter, pendant à peu près l'heure où il m'a parlé. Ceci dit, dans la conversation, ou plutôt dans son monologue, j'ai appris qu'il avait fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors j'orientais la conversation plutôt dans cette direction-là. Je lui posais des questions quant à son voyage. Il m'a appris que le début de son pèlerinage avait été particulièrement douloureux, ce que je comprends tout à fait. Il me dit qu'il avait voyagé avec un sac de 45 kilos. Rendez-vous compte, le mien n'en pèse que 8. Il m'expliqua qu'il était extrêmement important de manger chaud le soir, que ça remontait le moral, qu'il fallait passer du temps avec d'autres pèlerins parce que le fait de ne plus être seul aidait aussi à remonter le moral. J'étais étonné par les choses qu'il me disait. Vous savez, la première fois que j'ai voulu partir pour Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était sur un coup de tête et j'avais 21 ans. Mais le jour de mon départ, j'étais tellement angoissé que j'ai changé d'avis. Je n'aurais pas su partir. Émotionnellement, je n'aurais pas su partir. J'étais terrifié. Le contraste qui existe entre ce moment-là dans ma vie et le moment où je suis vraiment parti pour Saint-Jacques il y a un mois
c'est-à-dire avec presque 15 ans d'écart, ce contraste est total. Lorsque je suis parti, il y a presque un mois maintenant, il y a plus d'un mois, j'étais assez serein, je dois dire. La route est longue, mais l'entraînement porte ses fruits. J'ai pensé à cet homme ce matin en me promenant dans la forêt. J'y ai pensé pratiquement tout du long. Il était d'une certaine manière devenu l'objet de ma réflexion, de ma méditation. Il était clair que un tel chemin, finalement, dans la vie d'un être humain, c'est pas grand-chose. Si le but de l'être humain est de devenir comme un cercle parfait, il est clair que ce voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, au vu de ce que cet homme m'a dit hier, est extrêmement loin d'être suffisant. Direction Hanoï. C'est un petit village de l'autre côté de la colline. Et après ça, on va rejoindre un canal. Voilà notre prochaine destination. C'est le village danois. Et après ça, le canal probablement, où l'on verra sûrement des écluses. Celui-là, il bronze. Au fond, qu'est-ce que le respect? Si on envisage que le corps humain ne connaît pas la douleur, qu'il n'est pas capable de voir, que lorsque l'on enfonce une aiguille dans les fesses d'un cadavre, ce cadavre ne se mette pas à hurler, que lorsque l'on soulève les paupières du cadavre, il ne soit pas capable de voir, mais qu'il y a une animation à l'intérieur du corps maintenant, dont le mot animation vient du latin anima, qui donne aussi le souffle et l'âme. Ce souffle en lui-même, c'est ce qui doit exprimer le respect lorsqu'il est là. Et ce respect, s'agit-il de quelque chose de psychologique qui se manifeste par certaines pensées, certaines images mentales, ou bien s'agit-il de quelque chose d'émotionnel, ou bien encore s'agit-il de quelque chose de corporel, du domaine du langage non verbal, que l'on pourrait lire sur le visage de quelqu'un par exemple. Ou bien est-ce que c'est tout ça à la fois? Est-ce que le souffle ne prendrait pas forme à un niveau psychologique, émotionnel et corporel pour exprimer tantôt le respect, tantôt autre chose? Ce souffle, ce ki, cette énergie vitale, lorsqu'elle se déploie et qu'elle va vers l'autre, ce mouvement nous l'appelons l'amour. Nous employons de nombreux mots, de nombreux synonymes dans le langage humain pour utiliser le mot amour dans des situations complètement différentes. Par exemple, lorsque nous allons auprès d'un SDF pour
lui remonter le moral. Dans ce cas-là, nous n'employons pas le mot amour, mais le mot charité. Et si nous avons la même démarche, si notre énergie vitale va vers l'autre, et que cet autre n'est pas un SDF, mais un membre de notre famille, par exemple, qui nous aurait blessés, dans ce cas-là, nous l'appelons le pardon. Si l'énergie vitale est capable de se déployer et d'aller vers l'autre, elle est aussi capable de se replier sur elle-même. Et de ce mouvement-là, que nous appelons la peur, apparaissent toutes les émotions négatives et aussi la violence. Lorsqu'un enfant est frappé au visage, est-ce que c'est une expression du respect? Est-ce que c'est de respecter un enfant que de le frapper au visage? Et est-ce que le non-respect peut jamais produire le respect? La peur peut-elle jamais produire l'amour? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller frapper l'autre? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que j'ai peur à ce point-là qu'on ne me respecte pas? Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on ne me respecte pas? Je souffre, n'est-ce pas? Terriblement. Et je ne sais pas quoi faire de cette souffrance. Elle est intolérable. Et pour ne pas que je me retrouve confronté à cela encore, pour ne pas que j'ai à revivre cela, il faut certainement que je contrôle tout. Les gens qui sont autour de moi et tout ce qui peut être contrôlé y passe. Tout ça, c'est le mouvement de la peur. Je soupçonne que ces enfants aient jamais aimé leur père, qu'ils l'aient jamais respecté. Ils l'ont craint. Ils ont craint d'être frappés lorsqu'ils les obéissaient. Ils ont craint qu'on les tabasse, ils ont craint qu'on les lacère de coups de ceinture. Est-ce que tout ça, c'est vraiment le mouvement du respect? Certains d'entre nous considèrent que la gentillesse est une faiblesse. Probablement parce que, bien souvent, pour être acceptés du groupe, nous sommes gentils avec les gens, parce que nous attendons d'eux qu'ils soient gentils envers nous également. Mais ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'hypocrisie. C'est de nouveau le moi qui cherche à tout contrôler, ce qui va m'arriver, et qui attend quelque chose. Il est gentil parce qu'il veut tirer quelque chose de cette situation. Il me semble que le véritable respect, que la véritable gentillesse, n'attend rien en retour, qu'elle n'est pas du tout calculée par le moi, qu'elle n'est ni calculée ni impulsive, qu'elle est totalement spontanée. Il y a une telle chose que la spontanéité, qui serait un équilibre entre l'impulsion et le calcul, entre la pulsion et l'inhibition. Et cette spontanéité serait une forme de relaxation dynamique, quelque chose que la pensée ne comprend pas. Quelque chose qui n'est ni le bras de fer avec l'autre, le frapper au visage, ni la relaxation passive, comme si on flottait dans un jacuzzi. Dans cette idée du respect, de la gentillesse, il y a quelque chose de proactif. Lorsque cet enfant est frappé au visage, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Il y a l'humiliation devant tout le monde, il y a le choc du coup. Est-ce que ce que l'on fait naître chez lui, c'est le respect? C'est vraiment ça? Comme la vie a été formatée, le ki, l'énergie vitale, le souffle, comme il a été formaté, à toutes sortes de dogmes militaires, religieux, politiques, culturels. La vie est devenue comme sclérosée, calcifiée, fossilisée dans un moule. Nous sommes devenus comme des pièces d'un puzzle grotesque qui ne s'assemblent qu'avec les gens qui ont reçu le même formatage. Et avec les autres, nous ne savons plus nous assembler. Et chacun dit, mon formatage est le bon formatage. Et si nous étions en réalité prisonniers d'une cage dont les barreaux sont faits de notre propre énergie vitale, bien, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que nous sommes prisonniers de notre propre conditionnement. Un conditionnement psychologique, émotionnel, corporel peut-être même aussi. La manière dont nous avons de garder nos épaules raides,
par exemple. Si tout ce conditionnement, c'est le mouvement de la pensée, qui a décidé que la bonne manière d'éduquer un enfant, c'était de le frapper au visage, de l'humilier, de lui faire peur, parce qu'il faut vivre dans une pyramide qui est gouvernée par le mâle alpha, c'est-à-dire le chef des babouins, celui qui est le plus fort, parce qu'il faut vivre dans cette jungle sociétale, familiale, où tu obéis ou on t'écrase, où on t'humilie. Tout ça, c'est le mouvement de la pensée. Et la pensée, peut-être de votre point de vue et du mien, dirait des gens comme ça, ils ont le mauvais formatage. Mais nous avons certainement le bon formatage. Et s'il n'y avait pas de bon formatage? Et si la clé se trouvait justement non pas dans le calcul, dans le formatage, ni parce que la pensée voit les choses en noir et en blanc dans l'impulsion, mais dans la spontanéité elle-même. Dans un état de la vie, de l'énergie vitale, tout à fait spontanée. L'énergie vitale qui va vers l'autre, c'est ce mouvement de l'amour. Et ne dit-on pas que l'amour, c'est le temps et l'attention que nous donnons à quelqu'un et à quelque chose? Quelle est la posture de la tête ici et maintenant? Quelle est la posture du cœur ici et maintenant? Quelle est la posture du corps ici et maintenant? Et aussi, quelle est la posture du monde autour de soi ici et maintenant? Est-ce que c'est possible de rendre l'attention tout à fait proactive et d'investiguer la conscience telle qu'elle apparaît sous la forme de la pensée, de la couleur, du son, de la forme, de tout investiguer en prenant le temps d'amener cette attention inconditionnelle ici et maintenant? Est-ce que cette démarche ne nous libère pas de tous les conditionnements? Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Inévitablement dans la vie, vous rencontrez des gens qui ne vous respectent pas. C'est inévitable. Vouloir autre chose, c'est vouloir vivre dans un monde de contes de fées. Évidemment, nous devrions tous avoir des relations normales, les uns avec les autres. C'est-à-dire des relations qui sont basées sur le respect et la bienveillance. Mais, lorsque l'on voit ce à quoi ressemble le monde humain aujourd'hui, qui est la somme de tous les individus qui le composent, il est clair que l'on ne peut pas attendre le respect de tous les gens que l'on rencontre. Et si notre stratégie, c'est d'aller frapper l'autre, de vouloir le formater, le forcer à rentrer dans ce que nous croyons être le bon moule, est-ce que nous ne passons pas notre temps à nous faire la guerre? Des guerres politiques, des guerres religieuses, des guerres entre les nations. La solution de nos problèmes se trouve-t-elle vraiment dans le conditionnement de la pensée? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous-mêmes qui est libre de toutes les formes? La pensée apparaît quelque part, elle apparaît dans l'esprit. Et le son apparaît dans l'esprit également. Et la couleur et la forme. Et cet esprit, nous n'arrivons pas à le définir. Il ne peut pas être saisi, défini, limité. Cette conscience, cette vie, cet être, dans l'expression être humain. Qu'est-ce que ce serait que de proactivement revenir à cette source de ce que nous sommes et de vivre pleinement la posture du corps, du cœur, de la tête et du monde autour de soi, de vivre pleinement? Est-ce que là ne se trouve pas la clé de l'apaisement de l'énergie et donc de la naissance du respect, d'un respect spontané qui ne peut pas être formaté, qui ne peut pas être manufacturé en dressant l'être humain comme un chien? Eh bien, cet arc pourrait bien m'obliger à faire un détour de plusieurs kilomètres. Eh oui, obligé de faire demi-tour. Je n'arriverai pas à passer par là, même sans le sac. C'est l'arbre fautif là-bas en rouge. Ces chemins auraient dû nous amener jusqu'ici. C'est-à-dire sur le canal.
J'ai dû revenir jusqu'au village et prendre le canal depuis là. Un petit détour de 40 minutes. Ça va encore. Allez, dernier effort de la journée. Et voilà, après mon petit détour, je suis finalement arrivé à Tannay. Ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'en traversant les bois, depuis Vézelay, je me suis égaré 3 fois, ce qui a un petit peu rallongé mon chemin, mais la 3e fois, c'était en fait un raccourci, donc c'était plutôt chouette. En arrivant à Tannay, je suis allé sur la place de l'église pour y trouver l'office de tourisme, que je ne trouvais pas du tout. Alors j'ai demandé à un libraire où se trouvait l'office, et il m'a dit que c'était fermé de toute façon. C'est vrai qu'il était 18h15, mais je voulais tenter ma chance parce qu'après tout, à Auxerre, j'avais trouvé les 2 dames en train de fermer boutique à 19h15, donc qui sait. Mais ce libraire, immédiatement, a dégainé son téléphone et il m'a dit je vous appelle quelqu'un. Et il m'a mis en contact avec un monsieur qui fait l'accueil des pèlerins ici à Tannay. Et donc j'ai rencontré ce monsieur qui m'a en réalité enguirlandé comme un écolier. Il m'a dit que j'arrivais beaucoup trop tard, que les bénévoles ont une vie, qu'ils ont une vie de famille, et qu'ils font ça depuis longtemps, et que c'est fatigant. Et je dois dire que ce monsieur a fait naître chez moi une certaine émotion, une vive émotion, et je me voyais déjà mentalement en train de simplement de m'excuser, de l'avoir dérangé, et puis de tourner les talons et de m'en aller sec, et de tenter ma chance ailleurs. Mais plutôt que d'agir à partir de cette émotion et de cette image mentale, plutôt que d'agir à partir de ce venin, je me suis mis à agir sur lui. Et comme je vous en parle dans mes vidéos, ça m'a apaisé. Puis, je me suis bien attiré mon attention autour de ce monsieur, à être particulièrement à l'écoute de lui, à son écoute. Et vous savez ce que ça lui a fait? Ah ben rien, il a continué à m'enguirlander. Mais à mesure qu'il m'a fait visiter les lieux, ici nous sommes à l'arrêt des pèlerins, comment est-ce qu'on appelle au gîte, et à mesure qu'il a commencé à me parler de son propre voyage, et que nous continuons à parler, il s'est apaisé. Et puis de lui-même, il a fini par dire qu'au fond, il avait été un petit peu abrasif. Et il se trouve que ce monsieur, au final, m'aura offert ma coquille Saint-Jacques. Et donc je suis officiellement un pèlerin maintenant. J'aurais trouvé ma crédentiale à Vézelay, et ce monsieur qui m'aura enguirlandé au départ aura fini par m'offrir ma coquille. Ben, je ne savais pas que 18h30 c'était trop tard pour contacter les bénévoles. Je comprends pour eux que effectivement ça doit être un sacré travail et qu'être dérangé à n'importe quelle heure du jour ça peut être ennuyeux. Et bien voilà. Sur ce, je vais aller me préparer, je vais aller prendre une bonne douche et je vous dis à demain, ou peut-être je trouverai du wifi pour partager avec vous toutes ces vidéos qui sont en retard. Je suis désolé pour ça. À demain. Après une bonne douche, je voulais rajouter cette petite séquence. Les vidéos que je vous montre, c'est pratiquement tout ce que je filme au cours de la journée. Je fais très peu de montage. Et donc, vous voyez la plupart des choses que je filme. Et il m'a semblé que je n'ai pas été tout à fait juste avec les 2 hommes dont j'ai parlé aujourd'hui. Si c'est vrai que le premier homme avait des conceptions un peu particulières de l'éducation, il m'a semblé que c'était comme un voile qui se posait sur son regard et sur son cœur. Mais j'aurais pu laisser entendre que le temps que j'ai passé avec lui était comme une corvée, et ce n'était pas le cas. Ce monsieur était en fait d'une grande générosité. Il prenait beaucoup de temps à accueillir les gens qui venaient au camping. D'une certaine façon, il m'a dit qu'il y venait souvent et que, avec ce mot, il m'a dit qu'il faisait partie des meubles. Et lorsque vous arrivez en dehors des heures d'ouverture de l'accueil, vous vous sentez comme un cheveu dans la soupe. Vous ne savez pas si vous pouvez poser votre tente, vous ne savez pas où sont les sanitaires. Et ce monsieur
prendre son temps pour venir en aide aux gens. Et je voulais le préciser. Quant au second homme, celui qui m'a accueilli ici dans ce gîte, même si le début de la rencontre a été particulièrement froid, je dois dire qu'il a fait un effort pour bien m'accueillir. Il m'aura montré toutes sortes de carnets avec des adresses utiles, m'a invité à les prendre en photo, il m'a montré quel itinéraire poursuivre, même si je n'en avais pas vraiment besoin. Il a vraiment pris le temps de m'accueillir, de mettre un tampon sur ma crédentielle. Il m'a montré des cartes accrochées au mur, m'a proposé de mettre une punaise pour montrer l'endroit d'où j'étais parti. Il a vraiment pris le temps de m'accueillir. Je ne voulais pas terminer cette vidéo en laissant penser que j'avais fait deux extrêmement mauvaises rencontres depuis mon départ de Leslie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.